Polysécure, tout sur l'actualité au 15 février 2026, même si on enregistre le 16, puisque j'ai manqué de temps hier pour compléter l'enregistrement. Dans les temps, petit glitch technique qui m'a empêché d'y arriver. Commençons avec les Shameless Plug, 25-26 février. Le Sécure, c'est à nos portes. La plupart, ou c'est pour la totalité des conférenciers, sont annoncés à ce moment-ci. Ça va être super intéressant, dont 2 panels que je vais animer. Donc, il va y avoir beaucoup de brassage d'idées. Fait que ça va être super intéressant, en espérant qu'on ait le même degré de participation que l'an dernier, au terme d'interaction entre les conférenciers et le public. 31 mars au 2 avril, InCyber à Lille. 14 au 17 avril, BotConf. Je me suis inscrit en fin de semaine parce que j'en ai encore passé tout droit et passé en dessous du tapis. Comme l'an dernier, clairement, je suis pas tant à mes affaires que ça ces temps-ci. Mais tout le 29 avril, conférence Cyber Echo, dans laquelle je vais revenir cette année enregistrer des podcasts. Fait que levez la main si vous désirez venir enregistrer ou jaser ou quoi que ce soit. Là, ce qui me fait penser que le InCyber, je vais aller prendre quelques pintes avec des amis. Fait que levez la main aussi si vous désirez qu'on aille prendre quelques pintes ensemble ou juste un café, tout dépendant de votre intérêt gustatif. 9 au 17 mai 2026, NordSec, la même chose, panel, participation, enregistrement podcast, ça va être super trippant. J'ai très très hâte d'y retourner le 3 au 5 juin, le 6. J'espère ne pas faire comme le BotConf puis l'échapper puis pas m'en rendre compte, parce qu'il faut que j'essaie d'être attentif. Et 19 septembre, le BISA de Montréal. Je suis inscrit et encore une fois, panel, podcast, machin, fait que ça va être super intéressant. Levez la main, c'est un peu loin, mais levez la main quand même si vous voulez qu'on prenne un moment, qu'on enregistre, qu'on jase ou peu importe. Basculons aux nouvelles. Premier groupe, comme d'habitude, l'intelligence artificielle. Il y en a un méchant dégât. Je vais aller assez rapidement puisque c'est quand même plusieurs aspects. Mais il n'y a pas tant de choses. En tout cas, a priori, je pense pas que je vais tomber dans un tunnel puis, bref, chialer sur quelque chose. La modélisation des menaces doit inclure l'humain dans sa chaîne d'analyse, puisque c'est un degré d'interaction qui est très, très élevé entre les humains et la machine dans ce cas-ci. Donc, on est dans un contexte où on prétend que la machine est comme l'humain, mais l'humain n'est pas la machine, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a des paradigmes à revenir, à se re-questionner, que les anciens paradigmes ne sont plus bons, donc de réévaluer ces éléments-là, parce que sinon, tout ce qui est agentique, notamment, va être un fiasco monumental tant qu'on n'aura pas compris comment mieux calibrer ces agents-là pour respecter la sécurité, ce qu'un humain ne ferait pas naturellement, par exemple, ce que la machine va faire parce qu'elle ne le comprend pas, donc de calibrer ça justement pour arriver au bon endroit, justement pour protéger les informations. Fait que c'est une réflexion intéressante. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu dans les différentes nouvelles que je lis. OpenClaw a 135 000 instances disponibles sur Internet. Encore une fois, les gens ne savent pas ce qu'ils font, ça ouvre, c'est dangereux. C'est très, très grave. Puis d'ailleurs, c'est une nouvelle qui est sortie, je crois, aujourd'hui, qu'OpenClaw maintenant ou hier, en tout cas, OpenClaw est rendu avec OpenAI, en espérant que ça va augmenter la sécurisation de ces choses-là, puisque clairement, ils ne sont vraiment pas à la bonne place. Parce que c'est l'asile, c'est toutes des affaires qui sont faites à la gueule, puis avec des manques de connaissances en cyber. Microsoft a trouvé une façon de faire un raffinement, un entraînement par-dessus un modèle existant pour lui faire complètement sauter ces guardrails pour éviter qu'il s'en aille ailleurs. Et ça ramène le fait que tous ces modèles open source ont des guardrails, mais sont quasi inefficaces de toute façon. Ceux-ci vont se faire exploser assez facilement par différentes façons. Et on est en train de voir à quel point ces modèles-là sont très fragiles en termes de protection ou d'éléments comme ça. Donc, si on ne met pas quelque chose de plus robuste, ben, on est pris un peu dans ce contexte-là. Donc, d'être très prudent et de ne pas penser que parce qu'on sort un modèle open source, qu'on est capable de limiter. Augustus, un scanner open source pour les LLM. Donc, ça scanne beaucoup d'aspects. Ça va chercher justement à défoncer les différents propres injections, et ainsi de suite. Donc, si vous développez des modèles ou testez des choses, c'est un élément que vous pourrez, ou un logiciel que vous pourrez utiliser pour tester la capacité de votre implantation à résister aux attaques. Détection des textes générés par l'IA, c'est une course. Naturellement, c'est une course. Les gens se croient plus malins, donc ils utilisent l'IA pour générer du texte parce qu'ils pensent que ça leur donne un avantage. Donc, on est dans un contexte encore où les gens se croient plus malins, donc cherchent
à démontrer qu'ils sont plus malins en utilisant des outils pour tricher un peu la perception. Ça a c'est un équilibre. Parce que, bref, on va voir comment ça va se faire avec le temps et comment tout ça va se descendre. Les agents IA peuvent tomber dans le piège de liens malicieux qui sont envoyés par les différentes messageries. Et ainsi de suite, ça revient encore sur le fait que ces agents-là doivent être enfermés dans des cages très, très restreintes parce qu'ils sont facilement trompables par des propres injections. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile de lutter contre la propre injection. Cela étant dit, là, quoique on peut essayer de démontrer. Donc, de limiter les actions qui peuvent être faites, mais ça revient au premier article sur le fait qu'il y a une réflexion à avoir sur comment on assigne les privilèges, comment ceux-ci sont découpés. Donc, c'est un autre changement de paradigme qu'il faudra vraiment, vraiment faire pour limiter les dommages qui s'en viennent vers nous. Claude ajoute la capacité de lire le Google Calendar. Donc, c'est une autre plateforme dans laquelle on est capable de sauter pour tromper un agent, aller ailleurs. Donc, on est encore dans des contextes où ça va être très, très facile de réussir à tromper ces modèles-là puisque le niveau de permission est trop large. La réflexion de sécurité n'a pas été faite autour de ça correctement et on met ça dans les mains des gens qui n'ont aucune culture de sécurité ou cybersécurité. Donc, on est dans un état de problème assez grand. Les signes de burn-out apparaissent sur ceux qui utilisent le plus le AI. C'est une étude, cette fois-ci, concrète, qui démontre qu'il y a un épuisement cognitif qui est associé à l'usage du AI et comment c'est fait. Donc, cette course à la production a quand même des effets. Même si on a l'impression que sur le coût, on est plus rapide, la même énergie est dépensée pour la quantité de travail, donc on s'épuise beaucoup plus rapidement comme ça. Pour l'avoir vécu un peu, je sais de quoi il parle, j'ai un ressenti par rapport à ça, mais d'autres études devront suivre pour continuer à démontrer les problèmes associés à l'usage excessif de l'intelligence artificielle ou de la façon qu'on l'utilise est problématique. Claude et OpenAI se battent sur la publicité, sur la monétisation, sur l'usage de publicité pour monétiser le service. On avait fait mention la dernière fois parce que Claude avait sorti sa publicité pour le Super Bowl, qui était merveilleuse, qui est très alignée avec comment je vois le problème qui est associé avec ça. De l'autre côté, Google apporte une approche beaucoup plus ou une approche différente par rapport à cette situation-là, mais son expérience en monétisation est beaucoup plus grande à travers des choses de recherche. Des résultats de recherche, genre de voir comment ça va se dérouler, mais dans tous les cas, je vois que c'est un degré assez toxique, même si notamment OpenAI dit que les gens sont habitués de travailler avec de la publicité. Je ne pense pas que dans un contexte de AI, on parle du même niveau. Prompt injection par des signalisations routières. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses-là où on va voir des usages. Il y avait de l'injection SQL qui avait été utilisée à une époque pour tromper ce genre de choses-là, mais on est dans le même univers. Donc, tant aussi longtemps que ces moteurs-là ne seront pas plus capables de détecter des éléments comme ça, donc de discerner le vrai du pas vrai, on va se ramasser avec ce type de problème-là de plus en tout cas, beaucoup dans un cas très présent, un peu partout. NanoClaw vient résoudre certains problèmes de OpenClaw en les mettant dans un petit conteneur, mais encore là, je ne suis pas convaincu que cet élément-là, de le mettre dans un petit conteneur, va régler le vrai problème fondamental, mais on verra avec le temps comment ça se fait. Microsoft avertit que sur les boutons AI qui sont inclus dans les différents outils, parfois, les entreprises cachent des prompts à l'intérieur de ceux-ci, donc, ou des systèmes prompts, c'est-à-dire des prompts qui sont forcés par-dessus, qui font que ça va diriger la réponse. Donc, les gens ne le voient pas, cet élément-là. Donc, ils peuvent être trompés et penser qu'ils ont un libre arbitre devant eux quand en effet, le pré-prompt, le système prompt qui est poussé par l'entreprise va injecter, disons, certains paramètres qui peuvent être toxiques. Ça, c'est un cas dans l'entreprise, dans le fait où on a les outils qui nous sont rendus disponibles, mais en même temps aussi dans les contextes où ceux-ci sont de plus en plus présents à travers le grand web. On peut se retrouver avec des injections de prompts avant qui viennent influencer les résultats qu'on va obtenir. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un propre injection au sens où on va voler de l'information, mais au sens où le résultat qui va être affiché va être différent que celui qui est anticipé par la personne qui pose la question, qui prompte le AI dans ce cas-ci. Fait que c'est très intéressant de voir et il y en aura beaucoup d'autres comme ça qui vont arriver. Fait que c'est un monde encore très nouveau et il y aura encore beaucoup de nouvelles découvertes et de nouvelles façons de réussir à utiliser ces outils-là pour le mal, essentiellement. Chercheur de safety chez Anthropic quitte, c'est pas le premier de ce monde-là de ces équipes-là de sécurité ou sûreté qui quitte ces grands
compagnies qui génèrent des grands modèles de Gen AI, sur la base que ceux-ci, le monde est en péril, c'est la fin du monde, et ainsi de suite. Donc, c'est un combat interne assez puissant entre ceux qui veulent limiter l'utilisation de ces outils-là pour le bien et l'usage qu'on pourrait qualifier pour le mal. Tout est une question de valeur ici, sur où on s'en va, mais en même temps, on est dans un univers où il y a eu beaucoup de gens qui ont été aveuglés, puis des chercheurs importants aveuglés par le AI en pensant que le modèle va devenir autonome ou intelligence artificielle générale. On est encore loin de ça. Donc, je regarde ça avec des pincettes, mais effectivement, l'appétit à monétiser est généralement plus grand que pour le bien-être de ces technologies-là au sens large. Wiz a rendu disponible une analyse des différents modèles sur la base de sécurité offensive. Très intéressant de voir comment ça se qualifie, les pourcentages, ça. Fait que allez voir le tableau comparatif si c'est dans un univers que vous voulez explorer davantage. Il y a un robot AI qui a littéralement shamé un développeur pour avoir refusé sa déclaration de bug. Donc, il y a eu comme une espèce de réaction. C'est assez étrange. L'article n'est pas très clair sur la façon que c'est actionné. C'est qui a actionné quoi dans ça, mais de voir de plus en plus de tentatives ou de façon à boulier sa vérité, c'est un peu inquiétant sur l'ensemble. Et si le AI est utilisé pour faire ça, ou le AI le fait spontanément, c'est d'autant plus inquiétant sur ce type de choses-là. Google mentionne que Gemini est de plus en plus utilisé pour attaquer. Dans ce cas-ci, pour l'espionnage, la génération de malware. C'est pas nouveau en soi, mais c'est inévitable que ce type d'outil-là puisse le faire. C'est à savoir à quel point ces grandes compagnies-là, notamment Google, Anthropic, OpenAI, Microsoft, etc., sont capables d'arrêter ceux-ci, d'arrêter les acteurs étatiques de faire un usage malicieux des modèles publics, des grands modèles. Sinon, des modèles les modèles privés ou open source, voir comment on peut faire ce genre de choses-là. Gartner mentionne que la mauvaise configuration du AI va être le prochain grand cataclysme, à savoir que si on a des agents qui vont commencer à aller un peu partout, ça va causer un problème de structure. Ils n'ont pas tort, puis je trouve que pour une fois, je suis d'accord avec comment Gartner anticipe les choses. Et justement, ça l'amène le fait que les volets, les swarms d'agents AI, ce qui va devenir la réalité plus courante dans les prochains mois, justement, est un problème parce que chaque agent a sa surface d'attaque. Plus qu'on a d'agents, plus qu'on a de surface d'attaque. Ça devient très compliqué comment jouer ce genre de choses-là. Donc, on va se retrouver à multiplier un problème ou une complexité. Et justement, le fait de perdre le contrôle de ces nuées d'agents AI va causer problème. Et ça ramène à la nouvelle précédente du fait que Gartner croit qu'on va avoir un problème d'infrastructure. Et étant donné que l'infrastructure utilise de plus en plus du AI, bon, on va avoir une série de problèmes qui vont se présenter à nous que malheureusement, même si on a été averti, on n'aura pas été capable d'anticiper. OpenAI retire le mot safely de sa mission. C'est un changement de paradigme qui amène une réflexion sur où on s'en va, comment les choses sont faites. Et c'est en lien avec la nouvelle suivante où le Pentagone semblerait utiliser Anthropic Claude lors de l'enlèvement de Maduro, lequel Anthropic dit qu'il n'a pas fait. Bref, il y a une chicane entre le Pentagone et Anthropic. Mais cela étant dit, c'est quand même une chose de plus en plus présente que les LLM ou Gen AI vont être utilisés dans du contexte militaire. Donc, on a des questions éthiques à se poser. Et ça ramène au fait que la personne chez Anthropic aurait quitté. Est-ce que c'est lié à ça? Peut-être, peut-être pas. Fait qu'il faut voir comment tout ça se fait. Et ça ramène au fait que c'est pas Terminator, la fin du monde, ça va être vraiment par un acte stupide du AI sur des infrastructures qui vont probablement faire rejoindre un peu ce que Gartner dit, mais faire chuter des pans complets de la société parce qu'on aura mal compris comment c'était et on n'aura pas été capable de comprendre comment ça fonctionne, ce qui est un lien avec une nouvelle plus loin. Comment le AI se mange lui-même, comment la distillation des modèles se fait et comment ceux-ci volent à leurs compétiteurs. DeepSeek est un bel exemple de ça, mais comment tout ça s'est utilisé et justement pour bénéficier et accélérer les modèles, justement pour ne pas avoir payé le plein coût de
de l'entraînement et de comment on peut travailler là-dessus et comment en accélérer. Donc, il y a des gains, mais en même temps, ça fait que les rivaux vont être capables d'aller chercher des informations propriétaires. Donc, c'est une réflexion de savoir est-ce qu'on devrait aller plus sur des modèles ouverts ou garder que des modèles fermés, comme ce qu'on voit principalement aux États-Unis pour le moment. Et finalement, dernière nouvelle de cette section-là, vos amis peuvent partager votre numéro de téléphone avec ChatGPT. Ils ont ouvert récemment une fonction de genre social dans ChatGPT qui justement demande si on veut uploader tous nos contacts dans la plateforme. Donc, incidemment, ces données-là vont se retrouver dans les données d'entraînement plus tôt que tard. C'est un peu comme on voit avec les autres plateformes de médias sociaux, Snapchat, Instagram, et ainsi de suite, qui vont retrouver nos amis par numéro de téléphone. Ben, dans ce cas-ci, ils vont faire exactement la même chose, donc se retrouver dans cet univers-là qui est un peu étrange de vouloir faire ça, mais en même temps, tout le monde est prêt à vendre son âme pour pas grand-chose de plus que ça et de vouloir impressionner ses amis et sa famille pour pas grand-chose. Fait que, bref, on a certains problèmes sociaux associés avec ce type d'usage grandissant du AI. Bref, section suivante, souveraineté. Pas peu de nouvelles cette fois-ci, c'est très intéressant. Les fabricants automobiles américains devront retirer le code chinois de leur véhicule. Une loi américaine, justement, stipule de pas de dépendance à du code chinois dans les automobiles, surtout les automobiles plus autonomes. La Maison-Blanche est en train, avec les républicains, les législateurs républicains pour le renouvellement de FISA section 702. La dernière fois, ça avait fait une grande chicane, ça avait été compliqué de procéder au renouvellement et il y avait eu l'ajout de partage des informations avec les services frontaliers. Dans le dernier renouvellement, ce coup-ci, la nouvelle ne spécifie pas quelles sont les visées de ce renouvellement-là ou les auditions qu'il va y avoir justement pour améliorer, éviter les abus de cette loi qui est quand même très, très puissante. Et cette fois-ci, a priori, Trump ne s'oppose pas à cette loi-là, contrairement à la dernière fois où il s'était opposé, puisque il était convaincu que cette loi-là avait été utilisée pour l'espionner, ce qui, en théorie, est complètement faux, parce que cette loi-là ne permet pas d'espionner des Américains, mais permet d'espionner des non-Américains. Donc, bref, c'est un peu fascinant, fait que ça va donner lieu à des discussions intéressantes-ish. Et si on a un changement de garde au Congrès, ça va être d'autant plus intéressant ce qui va se passer sur ce renouvellement-là, voir comment ça va se passer. Mais c'est une loi très, très puissante sur l'évasion de la vie privée des étrangers aux États-Unis. Dans la nouvelle section-là, Google avertit l'Union européenne que la souveraineté numérique va ralentir leur compétitivité. Je trouve ça intéressant parce que c'est clairement un énoncé intéressé qui est fait par Google en l'occurrence, puisque ça nuit à l'ouverture de son marché. Cela étant dit, le président américain est à cause de cette course à la souveraineté à l'heure actuelle, pas juste en Europe, partout à travers le monde. Donc, on est dans un contexte où on ne peut plus faire confiance à un chef d'État, donc aux compagnies qui sont dans ce pays-là. Donc, on a un sérieux problème de cette nature-là. Et en l'occurrence, si Google était vraiment si inquiété que ça, il devrait déménager toute son infrastructure en Europe et dès lors se soustraire au pouvoir hégémonique américain qui, à l'heure actuelle, est la plus grande menace qui est malheureusement sévit dans le monde numérique. Donc ça, puis de voir en même temps, c'est peut-être l'occasion pour l'Europe de relever le défi et d'augmenter sa compétitivité, justement ne dépendant plus ou moins des compagnies américaines, donc de voir comment ça peut se faire. Le Canada est en réflexion là-dessus aussi. Donc, on a quand même un espace intéressant de voir comment on peut augmenter la compétitivité tout en maintenant un équilibre dans tout ça et de la souveraineté qui est inhérente. Section suivante, privacy. Un article très intéressant sur la réidentification des données anonymisées et avec l'intensité d'anonymisation qui est mise en place. Donc, ils ont vraiment fait une étude très complète sur à quel point ou à quel seuil on perd la capacité de réidentification et en même temps, il met en opposition au fait que l'usage ou l'utilisabilité des informations qui sont là, donc on est capable de les utiliser de façon analytique, va avec et incidemment, plus on augmente l'anonymisation, donc la capacité de réidentifier, plus on rend les données inutilisables pour faire de l'analytique. Donc, c'est intéressant de voir. Puis, il y a des seuils, puis voir quels sont les seuils qui sont visés. Je sais qu'au Québec, on a eu un jugement de la Commission d'accès là-dessus qui rend essentiellement le fait que c'est
impossible, mais de voir à quel point on est capable de faire et quels sont les compromis qu'on est capable de toucher là-dedans, ça va être très intéressant de voir ça. C'est un beau champ de recherche et je suis très intéressé quand je vois ce genre de recherche-là qui est faite, empirique, qui démontre effectivement les seuils intéressants et à quel point on est capable d'arriver à autant protéger l'identité des personnes, autant on est capable de maintenir la qualité analytique des données. Bon, intéressant. Nouvelle suivante. Ring cancelle ou annule son partenariat avec Flock. Les nouvelles la dernière semaine, c'était vraiment Flock comme des ratés très, très importantes au niveau de la gestion de ses données, incapacité de protéger correctement ses données, donc ça l'a fait la frousse. Et dans ce cas-ci, Ring a pris panique puisque le backlash qui est arrivé sur le fait que Flock n'est pas capable de gérer ses données correctement essentiellement est tellement important que Ring ne veut pas se faire associer à ça, même si dans l'absolu, puis c'est un peu inquiétant à quel point on est capable de surveiller les choses aux États-Unis. Donc, Ring étant capable de faire un réseau de surveillance de toutes les sonnettes de caméra. On est un peu dans genre 1984. C'est vraiment fascinant comment les États-Unis ça, sur tout l'aspect de si on a peur de si vous perdez votre chien, blabla. C'est très, très, très perplexant comme ça, mais bon, bref, c'est le modèle américain. En ce sens, je préfère le modèle européen un peu plus frileux, mais en ce qui protège mieux les identités individuelles. C'est comme ça la vie. Meta va rajouter de l'identification de la reconnaissance faciale à ses lunettes intelligentes. C'est aussi très inquiétant de commencer à mettre ce genre de choses dans les mains du grand public. On est de plus en plus dans des dystopies, les espèces de Black Mirror et tout cet univers de regard dystopique sur le futur. On est très, très là, donc c'est un peu inquiétant qu'on ait peut-être des scores qui apparaissent dans nos lunettes qui nous disent comment la personne qui est devant nous et ainsi de suite. Donc c'est un peu préoccupant. Section rouge, après 6 ans, les pentesters qui avaient été arrêtés dans le palais de justice du Iowa finalement ont eu gain de cause. À l'époque, puis j'étais à la French Connection, à l'époque, on en avait beaucoup débattu sur le fait que le mandat n'était pas clair, l'autorité, tout ça, puis il y a eu comme un cafouillage globalement là-dedans. Et les deux pauvres gars se sont retrouvés coincés dans des erreurs administratives de part et d'autre. Donc, après 6 ans, ils ont réussi à avoir quand même un dédommagement. Et le fait qu'ils ont perdu en tout cas, les accusations ont été retirées. Donc, c'est une bonne chance pour eux autres. C'était quand même à l'époque, quand on l'avait abordé sur la French Connection, le fait que faut quand même s'assurer que les périmètres sont clairs. Il y a toujours des dangers là-dessus. C'est un job qui est risqué, malheureusement, faire ce type de test, des tests physiques, là, en l'occurrence, de se faire attraper. Même si on a une carte de sortir de prison, ben, il peut y arriver des incidents comme celui-là. Et c'est très dommageable pour la réputation des personnes parce qu'après ça, ils sont plus difficiles à embaucher parce qu'il est arrivé cet élément-là d'une tâche à leur dossier. Donc, en ce sens, c'est une bonne chose qui a été dédommagée par rapport à la situation qui s'est passée. Et le cafouillage de tous les partis, dans l'occurrence, ben, il aurait dû peut-être être un peu plus de communication entre tout le monde. Mais bref, pour les pentesters, assurez-vous de votre périmètre, assurez-vous que la personne qui vous donne le périmètre a l'autorité de faire ça. On ne peut pas présumer, parce que sinon, ça devient sur nous, sur notre responsabilité de manger le coup. Ce qui est arrivé aux deux personnes, malheureusement, et ils ont quand même perdu beaucoup de temps de leur vie à essayer de réparer cette situation-là, même si le dédommagement n'est quand même pas énorme, somme toute pour 6 ans de temps perdu et tout ce que ça peut comporter. En l'occurrence, Notepad a rajouté, le fait d'avoir rajouté du Markdown dans Notepad de Windows a rajouté des vulnérabilités très sévères. C'est très comique. C'est ça se demander si Microsoft fait vraiment du contrôle qualité parce que c'est fascinant que juste l'ajout du module d'interprétation de Markdown dans Notepad crée ça. C'est pas sans rappeler le Notepad++ de l'autre semaine qui était justement créé d'autres problèmes. C'est même au-delà de ça, je trouve ça moche que Microsoft ait raté son intégration. Le Markdown étant une façon de noter les textes qui est quand même assez ouverte, assez largement en utilisation. C'est bien qu'ils commencent à le déployer dans leurs différents outils, mais de façon pas à tout casser en même temps. C'est un peu bizarre. Mais Microsoft a beaucoup de misère ces temps-ci. Bref, a beaucoup de misère. Quelqu'un a analysé des extensions dans Chrome. Il y a 287 extensions qui voleraient des données. Donc, c'est un contexte particulier. Donc, ça revient toujours à ça. Faites attention à ce que vous faites. Mettez vos barrières. Mais en même temps, je pense à mes parents, puis ils n'ont aucune capacité à détecter ça. Donc, ça serait de savoir où on est capable de contrôler ou de limiter ces problèmes-là, justement, pour pas que ça arrive. Est-ce que c'est en donnant des permissions spécifiques dans
dans Chrome et en activant volontairement des éléments. Bref, c'est de voir comment tout ça peut se matérialiser pour qu'on arrive à une meilleure protection puis que mes parents n'aient pas à se poser 1 million de questions sur ce type de choses-là. Apple patch un bug qui date des premières versions iOS, un élément d'usage système qui permet de contrôler la sécurité. C'est une bug très, très sévère, très, très important, qui aurait été utilisé par les spyware commerciaux principalement. Fait que si vous êtes un individu, il est peu probable que vous ayez touché parce que c'est des vulnérabilités qui coûtent très cher à déployer. Mais il demeure que c'est un élément très, très fondamental dans la sécurité du iOS qui était particulièrement faible dans ce cas-ci et dans lequel on était capable de contourner. Et il a pris énormément de temps avant que ça soit trouvé. Donc, ça a dû être abusé largement par plusieurs acteurs très, 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 très riches qui pouvaient se payer ce genre de choses-là. Palo Alto refuse de pointer la Chine dans une des campagnes qu'ils ont analysées. C'est intéressant de voir que maintenant, c'est rendu des États sont capables d'intimider des compagnies ou des chercheurs en cyber de ce type-là. Surtout que Palo est déjà banni en Chine, donc je ne sais pas pourquoi ils ont peur d'aller plus loin ou quels sont les éléments, mais il demeure ces éléments de bullying. C'est un peu inquiétant qu'on soit rendu à cet état des choses, peut-être parce que je suis peut-être un peu naïf sur le sens du monde, mais bref, comment tout ça peut influencer l'information qui nous est disponible. Les fameux LNK, les fichiers link dans Windows, un chercheur a trouvé d'autres façons d'en abuser pour la sécurité. Microsoft répond que ce n'est pas une vulnérabilité et repousse le fardeau sur l'utilisateur de vérifier à quel point ceux-ci sont légitimes ou pas. C'est un peu problématique comme réponse, puis c'est un peu un problème de design profond dans Windows dans ce cas-ci, où le fait que c'est des usages facilitant l'attaque. Et à ce moment-là, c'est de dire que tout le monde est dans une entreprise avec une équipe de cybersécurité qui surveille, quand dans la réalité, la plupart des gens sont à la maison, c'est mes parents, ne regardent pas vraiment l'URL, le regardent un peu, mais ne comprennent pas. Donc, c'est un problème qui est quand même assez important, puis je pense qu'il est structurel au niveau de ce que Windows représente à l'heure actuelle. Et je crois qu'au-delà de juste balayer ça comme ça, de cette façon-là, dire non, c'est pas un bug parce que c'est une façon de juste de tromper l'utilisateur, mais pas un bug, une vulnérabilité en tant que telle, ça devient problématique. Il va falloir que la structure de Windows change, surtout avec le fait qu'on met plus de AI dedans, qu'on a des outils de plus en plus puissants. Il faudrait que les structures soient beaucoup plus rigides et plus difficiles de rendre ça crassable comme ça. Et c'est la dernière nouvelle qui est un peu sur le même genre de choses, où les vieux drivers, le Bring Your Own Vulnerable Driver est un problème. Microsoft a de la difficulté à le régler parce que la structure de sécurité qui a été mise en place pour limiter que les drivers puissent prendre contrôle du système, en même temps, amène des problèmes comme ça. Et donc, des problèmes où des drivers vulnérables se font installer et autorisés parce qu'ils ont été signés et tout le processus est correctement en fait. Donc, de trouver peut-être une structure ou peut-être que Microsoft Defender, version incluse gratuite, un peu ce que Apple avait fait, je ne sais pas à quel point ça marche encore, ça. Download des signatures built-in, ça va avec le système, tous les mois, il y a des patchs et avec des signatures qui sont incluses à même le système d'exploitation sans même que l'utilisateur a besoin de faire quelque chose. Peut-être qu'il est le temps que Microsoft fasse quelque chose au sens où une espèce de Microsoft Defender de base qui est installé, qui, peu importe ce qui arrive, a des signatures de base qui viendraient protéger contre ce type de fonction-là qui est vraiment un énorme problème et qui permet essentiellement de contourner à peu près tous les moyens de sécurité qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle. C'est un peu particulier, il faudrait peut-être réfléchir, mais encore là, comme pour le AI, un changement de paradigme, je pense qu'il y aura un changement de paradigme très puissant sur comment les systèmes d'exploitation sont faits, comment les logiciels sont faits, comment les choses sont faites, puisqu'on est dans un monde qui change. Et je pense qu'on est vraiment dans un univers qui flippe sur d'autres choses, sur une autre réalité. En l'occurrence, donc, de s'adapter à cette réalité-là et de ne pas juste essayer de maintenir le statu quo comme on faisait avant. Section bleue, Microsoft annonce le déploiement d'un contrôle de sécurité de type mobile. Essentiellement, ce qui existe sur Mac ou Apple depuis déjà plusieurs années, c'est-à-dire que tout l'accès à un certain nombre de répertoires, l'accès à la caméra, l'accès à un certain nombre de choses est surveillé par un module qui vient alerter l'utilisateur que le programme essaie d'accéder à un répertoire, essaie d'accéder à la caméra ou essaie d'accéder aux photos ou peu importe ce que c'est. Donc, essaie de mettre ça en place
Oui, c'est du mobile style, comme ils disent, mais par ailleurs, c'est une stratégie qui devrait être plus présente. C'est sûr que sur Mac, ça ajoute beaucoup de pop-up qui sont très, très achalants à certains égards. Puis même vont peut-être un peu trop loin, somme toute, à l'heure actuelle, sur ce type de choses-là. Donc, il faut voir comment équilibrer les stratégies. Mais bon, Microsoft va dans cette direction-là, ce qui est une bonne chose, même s'il aurait dû le faire bien avant. Justement, d'augmenter, de donner plus de pouvoir dans les mains de l'utilisateur à limiter la capacité des logiciels d'aller chercher des informations qu'ils ne devraient pas, qu'on trouve dans d'autres facettes des systèmes d'exploitation qu'on est habitué. Krabs on Security a sorti un texte sur les patchs de février, comme quoi il y en a plusieurs qui sont des 0D en action. Donc, à l'heure actuelle, on parlait d'un peu du problème de qualité de Microsoft. Ben, on est un peu dans cet univers-là où ils ont jeté Notepad++, puis ça a tout cassé. Mais dans ce cas-ci, la même chose dans ce cas-ci, il y a beaucoup de choses qui sont cassées, qui sont corrigées avec des failles de type 0D exploitées à l'heure actuelle dans le champ. Donc, on est vraiment dans un état de problème. C'est un peu un flashback. Je trouve ça un peu triste de voir ça revenir. Je pensais qu'on avait passé par-dessus cette époque-là de logiciels qui se font casser relativement facilement. Je pensais qu'on avait changé d'époque finalement, que ma job, là, tout ce que je connaissais, l'époque que je connaissais, les années 90-2000, c'était passé parce qu'on s'était amélioré et on n'était plus là. Mais clairement, pas tout à fait. On est en train d'y revenir malheureusement sur ce type de choses-là. Et en même temps, avec tout le AI, le slop AI et ainsi de suite, le vibe coding, ben, je pense qu'on est en train de revenir sur toutes les failles qu'on avait fin des années 90-2000. Donc, retour à la case départ essentiellement. Clairement, la cybersécurité est vraiment un drôle de domaine. Vraiment. Drôle de domaine. L'Union européenne va empêcher le infinite scrolling, le fait de pouvoir scroller à l'infini, un peu ce que TikTok a rendu populaire, ce qu'on retrouve dans la plupart des plateformes comme YouTube et Instagram également, qui fait que ça a un dark pattern qui incite les gens à consommer de façon continue, essentiellement. Donc, c'est intéressant de voir ça que la mise en place de mesures techniques pour lutter contre le fait d'être addict à ces plateformes-là. C'est intéressant de voir. Là, c'est dans les zones où j'aime beaucoup voir l'Union européenne intervenir et ce qui va amener des modifications importantes sur les setups et donc de prise de conscience que c'est pas neutre, ces plateformes-là, et que ça peut être toxique pour la santé mentale. Donc, de régler un peu ces éléments-là. Et donc, la dernière nouvelle de cette section-là, ben, le fait de bannir l'accès aux médias sociaux chez les enfants est en train de s'élargir à l'intérieur de l'Europe. C'est pas prouvé que ça marche, c'est pas prouvé que ça règle le vrai problème, mais au moins ça réduit la probabilité que ça arrive. Et plus que de pays qui déploient ce type de règles-là, plus les différentes plateformes vont être forcées à uniformiser leur façon de faire et justement bloquer sans considération plus loin, donc d'améliorer le blocage. Et donc, à terme, on va avoir une amélioration. Par ailleurs, ça assure que ça ne règle pas le problème fondamental, c'est-à-dire que comment on amène les enfants dans la société, comment on les fait grandir dans notre société moderne et de ne pas les rendre dépendants des écrans. C'est des questions à se poser très, très sérieuses sur où on s'en va. On voit avec le AI qu'est-ce que ça fait. La détérioration progressive de la capacité cognitive et de l'attention qui est accélérée par l'AI, qui était déjà présente à cause des médias sociaux, mais qui est accélérée à cause des AI. Donc, c'est des questions sociales qui, je crois, méritent d'être posées et que les intérêts commerciaux de ces grands groupes-là ne doivent pas nuire à la réflexion qui est associée avec ces choses-là. Dans la section divers et insolites, il y a plusieurs petites nouvelles que je ne savais pas où classer. Dans mes différents, finalement, les espèces de strates que j'utilise à peu près tout le temps maintenant, cette séparation-là, qui sont des nouvelles qui m'intéressent. La première de cette section-là, c'est vraiment, ça revient un peu à ce que je mentionnais un peu à travers en filigrane sur l'ensemble de des commentaires que je fais. Plus personne ne comprend le fonctionnement des systèmes. C'est une publication assez intéressante de voir, puis c'est plusieurs points de vue qui s'affrontent dans le texte, à savoir, est-ce qu'on est capable de connaître toute la complexité des systèmes? La réponse est non, il y a des systèmes que plus personne n'est capable de comprendre de bout en bout, mais chacun au moins contrôle ou comprend une certaine partie de ce système-là. Il prenait l'exemple du système téléphonique, par exemple, qui est d'une très, très, très grande complexité, mais chaque personne dans l'ensemble réussit à comprendre une partie. Et ça va en contrario du fait que les gens pensent que c'est pas grave de ne pas avoir la connaissance du fonctionnement, donc le vibe coding, et que de toute façon, on va continuer à avancer. La réalité, c'est quand on a une déstabilisation importante,
on perd l'accès à ce savoir-là. Le meilleur exemple, ça a été le béton utilisé par les Romains, qui a repris 2000 ans avant qu'on retrouve comment faire ce béton-là, qui est quasi indestructible à l'heure actuelle. Il y a encore des aqueducs romains qui tiennent debout quand on a de la misère à tenir des ponts dits modernes à l'heure actuelle. Donc, cette connaissance-là est importante. Et comment faire pour ne pas perdre la connaissance? Et les AI accélèrent ce problème-là où on connaît de moins en moins comment ça fonctionne, comment de moins en moins les machines opèrent en dessous. Et l'abstraction entre le vibe codeur et la machine est tellement grand maintenant qu'on n'est pas capable de réussir, il n'est pas capable de comprendre. Et à ça, puis c'est une de mes critiques importantes où on s'en va, c'est que moins on connaît où on s'en va, parce que moi j'ai fait du C, de l'assembleur il y a longtemps, il y a 30 ans, 35 ans de ça. Je connais vraiment la machine, donc ça vient former ma réflexion, ça vient former comment mon esprit fonctionne et comment j'analyse les systèmes informatiques. Donc, ça me donne une approche différente que ceux qui n'ont jamais connu ça ont. Donc, ils ont une abstraction de plus en plus grande face à la machine, donc ils sont de moins en moins capables de comprendre ce qui se passe en dessous et tous les effets que ça peut avoir et toutes les conséquences. Bref, très intéressant à les lire, il y a beaucoup de points dans l'article. L'autre, c'est un article qui est très drôle d'ailleurs, c'est un ancien personne ou encore personne qui travaille chez Red Hat qui finalement critique énormément les modes dans lesquels on vit, qui passent du blockchain au AI, que tous ces modes-là sont en place et que dans les faits, on n'en a pas tant besoin de ces éléments-là, que c'est juste plus du marketing que du réel, et juste savoir comment le blockchain à l'heure actuelle est en train de s'écrouler, par exemple, ou comment les containers et les communities ont été survendus pour généralement des situations que les gens n'ont pas vraiment besoin de ces technologies-là, qu'on a juste comme à façon aveugle foncé dans cette nouvelle technologie sans se poser les questions réellement sur l'utilité réelle. Et ça revient aussi sur le fait que les gens ne comprennent pas l'ensemble du système, vont tomber en amour avec le concept et n'iront pas maîtriser le système sur lequel celui-ci s'appuie. Donc, d'être capable d'avancer. Donc, on est vraiment dans un contexte très, très intéressant comme système. Lui est un peu plus humoristique, c'est très comique à lire. Apple et Google décident de changer la façon de fonctionner leur App Store en Angleterre, celui-là. C'est fait suite à ce qui s'est passé en Europe aussi, quand ils ont été obligés de casser ces marketplaces-là qui sont considérés comme abusifs, en quelque sorte, puisque c'est des gatekeepers selon les règles notamment européennes, mais anglaises également. Étant des gatekeepers, ont des exigences supérieures et doivent ouvrir leur marché. Il y a deux facettes à ça. D'un point de vue marché, je suis d'accord avec le fait que ces compagnies-là sont devenues abusives, c'est-à-dire leurs 30%. Bon, bref, c'est une énorme source, c'est une énorme taxe qui est mise sur le marché, sur l'innovation, qui est faite par ces deux compagnies-là, ce duopole-là pour les App Store. Par ailleurs, leur contrôle minimal, plus chez Apple que chez Google d'ailleurs, vient limiter les codes malveillants qui rentrent. Ensuite, c'est comment d'expliquer à mes parents que de downloader une application sur un site louche, c'est pas la bonne chose à faire, que downloader seulement dans l'App Store, c'est la meilleure chose parce qu'au minimum, ça a été vérifié. Ça va devenir très difficile. Fait qu'on crée un problème de sécurité en voulant créer un libre marché. Fait que je pense qu'on n'a pas une approche qui est la bonne. Malheureusement, les législateurs avaient un bon objectif, mais je pense que l'interprétation de la loi va nous amener à un endroit qui va être beaucoup plus toxique. Déjà que le Google Play est déjà beaucoup plus... il y a beaucoup plus de codes malveillants qui tournent dans celui-ci avant que Google soit capable de nettoyer. Imaginez maintenant dans le contexte où c'est sans contrôle par des compagnies tiers qui n'en ont finalement rien à foutre que du code toxique qui vit dans leur environnement. Apple, c'est un peu mieux, mais pas tant. Il y a certains éléments de vérification que Apple fait justement pour limiter, mais bon, comme tout, ça a des effets autres. Cette vérification-là limite. C'est d'ailleurs une des critiques qu'il y a sur l'application de la façon de faire d'Apple sur le continent européen, puisque les contrôles sont encore présents, donc il y a encore des éléments, donc ce n'est pas la pleine ouverture du marché comme ce qui est souhaité par le législateur. Mais dans ce contexte-là, il faudrait s'assurer de trouver une structure pour faire que les codes malveillants ne réussissent pas à rentrer. Puis la structure d'Apple, c'est la notarisation, là, peu importe le mot, je sais, ça me gosse. Bref, d'utiliser leur structure de certificat qui, justement, vient faire que ça protège contre les codes malveillants, de faire du sideloading et ainsi de suite.
trouver une structure qui maintient ce degré de contrôle-là ou ce degré de protection-là, tout en ouvrant le marché. Donc, je pense que c'est là à regarder comment on devrait faire évoluer les choses. Puis, bref, la loi ne nous amène pas dans cette direction-là. L'activisme Orange a fait une étude pour les 3 dernières années de comment l'activisme s'est changé. Activiste avec un H parce que c'est hack. Essentiellement, ce qui ressort c'est très intéressant, il faut aller au complet, le but, c'est pas de vous le lire. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'activisme a changé d'un contexte pur idéologique à un contexte plus militarisé. Avec les dernières guerres qui ont eu lieu, ben, on voit un déplacement tranquillement un déplacement vers cette structure-là maintenant où c'est plus des États qui vont financer ces groupes-là. Ben, très intéressant de voir. Et ça donne une idée de le paysage, la menace, comment celui-ci se transforme et qu'est-ce qu'on doit faire à l'avenir. Et c'est justement ce que fait un lien avec la nouvelle suivante où la Suède mentionne que l'Europe doit s'adapter au fait que ces attaques-là sont permanentes, que les attaques dites hybrides, c'est-à-dire avec du cyber et du cinétique, vont toujours être ce qui est maintenant. C'est juste une très courte période dans l'histoire où les attaques n'ont pas été hybrides. Donc là, on est vraiment dans un contexte où on revient à ces éléments d'hybridité dans la menace, dans la façon que la guerre est menée, dans la façon que les États hostiles vont s'en prendre aux autres. Donc, bref, d'aller dans cette direction-là. Les États-Unis doivent imposer le vrai coût aux acteurs. Ça revient souvent sur le fait que je mentionne l'analogie que je fais que quand les Britanniques ont dit que la piraterie au sens naval, c'est terminé. Ça s'est terminé très, très rapidement. Il faut que des acteurs majeurs comme les États-Unis le font. Par ailleurs, le paradoxe dans cet énoncé-là, c'est que les États-Unis se retirent de tous les forums mondiaux dans lesquels on pourrait avoir une collaboration interpays pour un objectif commun. Donc, on est dans un élément très étrange de ce côté-là. Fait que, bref, c'est pas une bonne chose. Mais il faudrait que les États majeurs en termes de cyber imposent, et justement pour qu'on réduise le problème endémique de ces problèmes-là. Dernière nouvelle, ils disent de cesser d'utiliser le Face ID, notamment sur les iPhones, puisque ceux-ci créent un vide légal, c'est-à-dire que les policiers peuvent exiger, puis c'est légal d'exiger, puisque c'est pas protégé de la même façon selon l'interprétation des différentes lois à travers le monde. Donc, bref, de le voir de cette façon-là et d'être prudent plus que ça, puisque ça peut mener à cette situation-là. Chez Apple, je crois qu'il y a des trucs, si on appuie, je pense, sur le bouton sur le côté 3 fois, ça vient resetter, donc désactiver le Face ID si on a une inquiétude quelconque de ce type-là. Mais en même temps, quand vous passez, si on prend l'exemple des douanes, si vous passez les douanes, ils vont vous exiger de saisir votre mot de passe de toute façon, donc si vous voulez rentrer dans le pays. Mais dans un contexte, vous êtes dans le pays et vous protégez contre un côté invasif des forces de l'ordre dans le pays, ben, ça peut être une stratégie qui est en vigueur. J'espère moins manquer de temps pour la semaine prochaine pour enregistrer dans les délais qui sont là. L'organisation du Secure prend énormément de temps, donc toujours rentrer en mouvement. Très, très hâte de vous y rencontrer. Si vous avez écouté jusqu'à la fin. Et sur ça, je vous souhaite à la semaine prochaine.